Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Cheniberi Halud Maundi. Cheniberi Sigikafoba. Le grand dialogue. Le forum de la presse d'aujourd'hui réfléchit sur 3 sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine au Mali, le sommet du G5 Sahel à Ouagadougou au Burkina Faso, l'insécurité dans le pays et la lutte contre la mutilation génitale. Nos invités sur ce plateau, tous journalistes, Serge Daniel, journaliste écrivain, Bruno Sekbeji de Mali Horizon, Mamoudou Bokoum, journaliste à la radio chorale de Mopti. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue. Le 5e sommet des chefs d'État du G5 Sahel a eu lieu cette semaine dans la capitale burkinabé dans un contexte sécuritaire tendu avec la recrudescence d'attaques dans plusieurs pays membres. Alors nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Daniel. Quelle analyse faites-vous de cette situation ? De quelle situation ? de cette 5e rencontre des pays membres du G5 Sahel dans un contexte tendu côté sécuritaire. Alors moi, ce qui me frappe dans les réunions du G5, c'est que c'est probablement quand même la seule organisation sous-régionale. Lorsqu'il y a une réunion, tous les chefs d'État sont là. Ça me frappe. C'était les 5 dernières rencontres. Quasiment tous les chefs d'État sont là. Pourtant, ils sont loin. Le Tchad, c'est loin du Mali. Mais ça me frappe, il faut le dire. Donc, on peut dire qu'il y a une volonté de ces 5 pays d'aller de l'avant. Mais si vous voyez les conclusions de la réunion de Ouaga, c'est simple. Ce que dit le communiqué, c'est 2 choses essentielles. Il faut que la communauté internationale donne un mandat assez fort, robuste au G5 pour pouvoir se déployer. Le mandat n'est pas donné parce que les Américains sont contre. Et la deuxième chose, les pays demandent toujours les moyens. Donc, disons, je ne dirais pas qu'on est au point mort puisqu'on a appris qu'il y a eu 2 à 3 opérations sur le terrain, mais on n'a pas atteint la vitesse de croisière. Il y a eu par ailleurs, et j'en aurais terminé pour ce premier tour, la décision d'installer à Ouagadougou un centre stratégique d'observation, mais les choses n'avancent pas, de mon point de vue, comme elles devaient avancer face à la menace. D'accord. Et vous, M. Sekbeji ? Bon, on a comme l'impression que l'envolée qu'on souhaitait au G5 Sahel, on ne l'a pas encore. Par rapport au fait que le terrorisme s'intensifie, notamment sur le Mali et au Burkina. Le Burkina, ces dernières semaines, on a assisté à beaucoup de frappes. Donc le G5 Sahel, dans sa vocation première, c'est quand même de doper la lutte contre le terrorisme, mais on n'a pas senti ça, malgré les sommets qui se multiplient. Et Serge Daniel a dit qu'on peut saluer la participation, l'engagement des chefs d'État, mais on a comme l'impression que le nerf de la guerre manque, malgré les annonces de financement d'appui du Japon et de l'Alliance Sahel. Je crois que la mayonnaise n'a pas encore véritablement pris. Et on a comme l'impression que les dirigeants hésitent, il n'y a pas la solidarité souhaitée, tout le monde n'est pas, toutes les forces de ces 5 pays-là n'ont pas encore la collaboration optimale en termes de renseignement pour prendre un peu d'envergure sur les terroristes et on assiste à ces frappes à des victimes. C'est la première impression que je tenais à dire. D'accord. Alors et vous, M. Bokoum, votre réaction par rapport à la rencontre du G5 Sahel à Ouagadougou? Bon, je crois que la tradition est respectée parce que depuis que ça a commencé, ils parviennent quand même, les chefs d'État, à tenir ces différents forats au niveau de façon tournante au niveau des différents pays. Bon, ils prennent des décisions, comme on l'a dit en Bambara, j'ai une femme mais il me reste de l'argent. Ça veut dire que ça n'a pas commencé d'abord. Si le nerf de la guerre n'est pas là, quelle qu'en soit la régularité des réunions, les décisions prises, je crois qu'il reste grand chose à faire encore. Donc il est temps que les uns et les autres s'engagent réellement à débloquer ce fonds et aux partenaires aussi. C'est vrai, il ne faut pas surtout compter sur les partenaires parce que déjà beaucoup ont montré les mauvaises foi à accompagner ce processus. Donc c'est un peu compliqué pour les États du Sahel. C'est quitte à eux de prendre leurs décisions, leurs destinées à mettre pour pouvoir financer les actions du G5 Sahel. Et dans ce cas, direz-vous que c'est une rencontre de trop ?
pas une rencontre de tout. C'est pédagogique, les rencontres là, ça fait partie de la bonne gouvernance, ça fait partie du respect des textes. Donc c'est important de se rencontrer, mais c'est aussi important de pouvoir mettre en application les décisions prises et la mise en application de ces décisions dépend de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est aux États de chercher. Je sais que les États africains, si la bonne gouvernance dans ces différents États, on parvient quand même à financer les Sahel. Moi, je suis sûr et certain, avec les ressources que ces différents États récoltent, il ne faut pas qu'on se fasse la cache. Donc, quand je la fasse, donc c'est important de bien gérer les ressources pour pouvoir se prendre en charge. Ce n'est pas bon de toujours compter sur quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, Monsieur Daniel, après ce 5e sommet, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements? Non, dans l'immédiat, je ne vois pas en quoi on peut s'attendre à des changements, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 blocages. Le blocage, c'est le mandat. Si on n'a pas le mandat fort devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, les choses ne peuvent pas avancer. Ensuite, il y a le problème des moyens. Mais quand on parle de problème des moyens, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a déjà de l'argent mobilisé, par exemple. Si vous prenez l'Arabie Saoudite a donné de l'argent, mais il y a des problèmes autour de cette somme-là, parce que des pays européens, si je veux caricaturer, en fait, aimeraient bien mettre la main sur cet argent-là et nous livrer du matériel déjà, pas du matériel désuet, mais du matériel militaire déjà utilisé. Ce que les pays du G5 ont dit non. Ça, le pognon qui est donné par exemple par l'Arabie Saoudite, nous devons lancer des appels d'offres réguliers pour pouvoir avoir du matériel efficace. Et ça, ce sont surtout les Nigériens qui l'ont dit à un sommet à Paris lors d'un huis clos. Donc il y a des problèmes entre les partenaires, c'est évident. Mais je vais quand même dire que l'affaire du G5, la sécurité des pays du Sahel, c'est d'abord le propre affaire, si vous voulez. C'est comme nourrir une population. Il y a la sécurité alimentaire, mais vous avez la sécurité aussi des hommes et des biens. Donc il nous appartient d'organiser notre sécurité et de ne pas forcément attendre les autres pour organiser notre sécurité. Vous savez que le G5 a décidé à une réunion, je crois que c'était à Bamako, de mobiliser, chaque pays du G5 devait mobiliser 10 millions de dollars pour mettre à niveau ses troupes. C'est-à-dire chacun des 5 pays devait mobiliser 10 millions de dollars pour mettre à niveau les troupes. Je vous dis, madame, faites une enquête, vous n'avez pas 3 pays qui ont mobilisé ces 10 millions de dollars. Il faut arrêter de penser que notre sécurité doit être financée par les autres. Les autres financent leur sécurité et il nous appartient de financer notre sécurité. D'accord. Oui, et vous, M. Sekbeji? Oui. L'aspect finance est important, très important, et ça peine à être mobilisé, comme Serge Daniel le disait. Mais j'aimerais insister sur le fait que la lutte contre le terrorisme ou bien la lutte pour endiguer l'insécurité dans nos pays, ce n'est pas seulement l'aspect argent pour acquérir des moyens pour doper, équiper nos forces de défense, mais c'est une question d'hommes aussi. Je ne sais pas si le G5 Sahel insiste sur ça. Serge l'a touché tout de suite. Le niveau de formation n'est pas nécessairement le même d'une armée à une autre, des forces de défense d'un pays à un autre, mais le moral des troupes, ce n'est pas, je suis sûr que l'aspect psychologique de ceux qui vont au front, de ceux qui doivent faire face aux djihadistes, je crois qu'il y a cet aspect-là sur lequel le G5 Sahel doit multiplier des efforts. Et aussi, c'est déjà dans les textes du G5 Sahel, l'aspect développement social. Tous les chefs d'État dans leurs interventions insistent sur le fait que la lutte contre le terrorisme, c'est les muscles, mais aussi éloigner les populations de la pauvreté. Les jeunes paupérisés, les jeunes qui sont à la recherche du lendemain par rapport au chômage, qui n'ont plus de perspective, ce sont ces jeunes-là qui sont facilement récupérables, manipulables à souhait et qui se transportent dans des seins funestes. Donc je crois que ces aspects-là, non seulement avoir de l'argent pour équiper nos forces, former quels sont les hommes qui entrent dans nos troupes, qui constituent les hommes à déployer sur le terrain, et aussi les populations des zones, des 3 frontières, des zones assez paupérisées, et à aller vers des actions sociales, des actions humanitaires pour les prendre en charge, pour leur donner plus d'avenir. Je crois que tout ça là va... Donc selon vous, faut-il une réforme à tous ces niveaux ? Peut-être pas une réforme, mais orienter les actions du G5 Sahel non seulement sur
le militaire, mais aussi sur le social et sur l'aspect humain de ceux qui composent nos armées respectives. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, Monsieur Serge a parlé d'opérations sur le terrain. Pour certains analystes, pour certains spécialistes des questions sécuritaires, l'impact de ces opérations de la force conjointe du G5 n'est pas visible sur le terrain. Partagez-vous le même avis? Bon, le confrère vient de parler quand même des actions sociales. Je crois que ça fait partie de leur mandat, parce qu'ils font des consultations médicales sur place au moment où ils sortent. On a vu avec l'opération Malanga ou ce moment-là et Gakoïla, ils nous ont fait des bilans, des progrès qu'ils ont eu à faire quand même, et avec certaines arrestations ou avec la découverte de certaines tâches. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas difficile. De toute façon, ça commence à aller, parce qu'une des opérations, jusqu'à 3 jours, ça veut dire que ça fait tâche d'eux quand même. Si on parvenait quand même à découvrir des tâches d'armes, on parvenait à arrêter certaines personnes suspectes, on parvenait quand même à faire certaines consultations, à apporter des vivres à des populations en détresse, ça veut dire que quelque part, le G5 est en train de commencer à s'envoler. Mais le plus grand, la plus grande importance, la chose la plus importante, c'est qu'il faut qu'ils puissent assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Si cela n'arrive pas, bon, ils peuvent faire des choses, mais quand même la population attend beaucoup de cette sécurité-là. Donc c'est important qu'ils se basent surtout sur la sécurité, mais en n'étant oublié l'aspect social également. D'accord. Oui, monsieur Serge. Oui, je voulais dire que si vous prenez les résolutions de Ouagadougou, c'est vrai, il n'y a pas que l'aspect sécuritaire pour régler la question, il y a l'aspect développement. À Ouagadougou, par exemple, dans le communiqué final que j'ai lu avant de revenir ici, parce que je voulais quand même me documenter un peu pour ne pas vous décevoir, il est dit que les 5 pays doivent créer une compagnie aérienne. Donc une compagnie aérienne, forcément, ça permet aux Burkinabés de venir facilement au Mali, aux Tchadiens de venir plus facilement au Mali, parce que vous n'avez pas quasiment de vol direct à N'Djamena et l'Afrique de l'Ouest. C'est bien. Il y a par exemple un vieux projet de ferroviaire qui revient sur tapis. Vraiment, c'est bien de voir le volet sécuritaire paxé ou en couple plutôt avec le volet développement. Mais cela dit, je dis, c'est le fond, ce sont les fonds qui manquent. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas mettre cela en musique. Et moi, mon impression par rapport au G5, c'est qu'on va tâtonner, on va faire de manière ponctuelle des patrouilles, mais la vraie thérapie ne sera jamais abordée tant qu'il n'y aura pas le mandat c'est onusien, et ensuite tant qu'il n'y aura pas les moyens. Voilà. D'accord. Oui, monsieur Segbedji, vous voulez réagir? Oh oui, bon. Oui. Je n'ai pas dénié le fait que le volet social est pris en compte dans les textes du G5 Sahel, mais je me dis, ce n'est qu'une appréhension, je me dis que dans les communiqués finaux et dans les conclaves par rapport au niveau, enfin en bas, pas au niveau des chefs d'État, dans les rencontres des ministres de la Défense et autres là, je ne sens pas personnellement, l'analyste c'est aussi se tromper, je peux me tromper, je ne sens pas une façon de mettre de l'accent sur les structures pour prendre en charge les jeunes, ces jeunes-là qui sont la proie facile aux opérations kamikazes et autres. Et le point sur lequel j'ai surtout insisté sur cet aspect-là, c'est les hommes recrutés. Les recrutements, ceux qui participent au service de renseignement au Niger, au Burkina, au Mali, au Tchad, je ne sens peut-être pas qu'ils ont les mêmes niveaux ou bien les mêmes engagements pouvant aller au front. On a vu ici les Tchadiens, l'engagement qu'ils ont, la possibilité de défier les terroristes, de les affronter à visage découvert,
Peut-être pas, ce n'est pas la même attitude au niveau des différentes troupes. Il serait bon que le G5 Sahel mette aussi l'accent sur l'aspect humain, l'aspect formation, l'aspect engagement patriotique des troupes. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, la problématique de la recrudescence des conflits intercommunautaires au centre du Mali a été soulevée lors de ce 5e sommet. Où en sommes-nous avec le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion pour les groupes armés du centre? Bon, à l'heure où nous sommes, je crois qu'avec le leader spécial pour le centre, principalement du conflit, tous les groupes armés venus d'Anna, Massago et LEDA ont reçu 4 registres chacun. En plus de ça, des registres ont été mis à la disposition de tous les cercles de la région, l'ensemble des 7 cercles restants en plus de conflits. Et quelques groupes qui ne se reconnaissent pas ni de Dana Amasabou, ni de MSA. Ils ont reçu également des registres le vendredi dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, avec la visite de la vie, pour faire un peu le bilan. Ils ont pu recenser 5000 combattants et récupérer près de 500 armes de guerre, selon ce qu'ils nous ont dit sur place. Le camp même de ces combattants a été créé au niveau du camp de la jeunesse de Soufoulaï, où les combattants doivent être levés avant de voir un peu quel va être leur devenir. Donc, à l'heure où nous sommes en état quand même des enregistrements, mais le désarmement proprement dit n'a pas commencé encore. Donc, on attend voir quand même avec ce processus, je crois que ça pourrait quand même diminuer la circulation des armes un peu dans la région. Surtout que les responsables des combattants sont engagés pour cela. Ils l'ont dit en tout cas devant nous, ils l'ont dit dans nos micros, que vraiment leur souci aussi, c'est d'avoir la paix les armes de cette zone. Vu qu'ils sont vraiment engagés pour cette cause-là, mais qu'est-ce qui explique la lenteur de ce processus alors? C'est au niveau d'un processus. Il faut qu'ils s'enregistrent d'abord, après il faut passer au désarmement proprement dit. Et puis, je sais qu'ils ont dit, eux, ils sont engagés, mais ils ont mis une condition. Par exemple, au niveau de Tana Amasabou, où le chef d'état-major Toulouba nous dit que vraiment, quand même, lui, il est partant, mais il ne faut pas qu'il amène les hommes, les cantonner au niveau de Soufoulaï et que l'État ne prend pas ses responsabilités pour assurer la sécurité de la population qui se trouve dans sa zone là-bas. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, il y a des préalables qui ne disent pas leur nom. Donc, je crois que l'engagement y est, mais il y a des conditions, des qualités maintenant, quand même, d'assurer la sécurité de là où ces groupes armés, ces groupes d'autodéfense évoluent pour quand même assurer la sécurité des uns et des autres. Voilà, moi, je crois que le processus est parti. On espère, mais on ne sait pas de quoi demain va nous réserver quand même. D'accord. Alors, monsieur Serge? Non, je voulais dire que, en fait, vous savez, on a donné jusqu'au 31 janvier aux différents groupes du centre pour se manifester clairement. Est-ce qu'ils sont dans le processus ou pas? Il y a 2 choses qui se sont passées. C'est très important de le souligner. La première chose, c'est l'intervention de l'armée malienne. L'armée malienne est intervenue sur le terrain, a récupéré 400 à 500 armes de guerre auprès de groupes, auprès d'individus qui semaient la pagaille, qui semaient la terreur entre les différentes communautés. Ça, c'est la première action. Une deuxième action, d'après le ministre Zahabi, le président de la commission DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, c'est que vous avez 600 armes de guerre qui sont identifiées. Mais au total, il y a environ 5000 combattants qui se sont effectivement inscrits dans les registres pour dire oui, nous voulons la paix. Alors parmi eux, il y a des miliciens, donc Dana Amasabou notamment. Vous avez également, ça c'est très important, des djihadistes repentis, comme les appelle le ministre Zahabi. Et donc maintenant, ils vont se regrouper dans un camp militaire. Donc je pense que c'est très important
de faire la part des choses. Le gouvernement a accordé encore un délai à ceux qui avaient les armes, parce que vous savez, lorsqu'il est arrivé, le Premier ministre malien a décidé de suspendre et d'annuler tous les permis de port d'armes. Donc théoriquement, vous n'avez pas le droit d'avoir une arme. Vous savez, madame, si vous avez à la place de votre stylo une arme et que vous sortez de ces studios, on va vous arrêter parce que vous n'avez pas le droit. Donc le gouvernement a fermé, si vous voulez, les yeux sur la présence des armes illégalement détenues par des gens jusqu'au 31 janvier. Je pense qu'il faut faire deux choses si on veut réussir. Oui, il faut les regrouper dans un camp et commencer le processus. Mais de l'autre côté, il faut, de mon point de vue, une troupe d'élite pour intervenir, pour empêcher les gens d'avoir une arme. Avoir une arme lorsqu'on n'est pas une autorité régulière, c'est quelque chose de totalement interdit. D'accord. Monsieur Segbeji ? Oui, le processus DDR est en marche. Ce processus pouvait être plus accéléré que celui-là. Il y avait un deadline qui avait été fixé, ça a été prorogé au 31 décembre. Maintenant, il y a encore un délai supplémentaire pour que les gens se désarment. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les armes, finalement, constituent un moyen de pression pour ces combattants-là. Un moyen de pression, je peux même dire que pour certains, un moyen illicite de gagne-pain, parce que certains opèrent dans des cadres qui ne sont plus l'autodéfense initiale qui était leur objectif. Donc, il y a une forme de chantage. Avant que je ne cède mon arme, il faut avoir davantage de garanties. Ce sont ces garanties-là qui font que, que certains de ces combattants-là exigent, qui font que le processus traîne. Donc, l'État, en tant que puissance publique, devrait finalement, face au langage de la violence, parce que les armes, c'est pas pour se dire bonjour, l'État, puissance exorbitante de droit public, comme les gens le disent, doit finalement taper du poing sur la table et, comme Serge le disait, sanctionner ou aller de la manière forte. La troupe d'élite dont il parle, ce n'est que obliger les gens à désarmer. Si on doit les prier, les négocier, les supplier, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Quand bien même leurs responsables, les leaders de ces groupes se disent engagés à aller à la paix, les éléments sur le terrain, sachant que ces armes-là leur permettent de racketter, d'usurper de droits, de menacer, d'arracher des bœufs, etc. Ces gens-là ne vont pas courir pour aller se faire enregistrer, pour aller se... L'autre aspect, c'est les éléments de reconversion de ce programme-là. Certains, ils se disent, est-ce qu'ils vont avoir la chance d'intégrer tel ou tel corps de l'État? Donc c'est tout cela qui fait que cela traîne, mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'aller de manière forte. Et tandis qu'on parle de DDR au centre, des groupes armés s'entretuent au nord, précisément à Gao. Votre observation là-dessus? Oui, c'est toujours lié. Le DDR doit s'accélérer pour que, et avec j'allais dire une méthode virile, pour que les gens se fassent déposséder de leurs armes. Et c'est ça qui va freiner les affrontements, c'est ça qui va freiner la tendance à la violence ou bien à l'affrontement. Parce que les armes sont devenues des éléments de survie. C'est des gens qui ont combattu pendant plusieurs mois, qui sont prédisposés au trafic de drogue. Ce n'est pas de manière négociée, c'est pas par des amadouements ou bien des caresses qu'on va aller sur le terrain des trafics. Donc, ces gens-là, par la violence, il faut que l'État oppose une certaine... C'est l'État qui a le monopole de la violence normalement. Donc, c'est cela qui peut donner un coup d'accélérateur au DDR, tant au nord qu'au centre. Ça me fait sourire parce que vous parlez, madame, si je peux me permettre. Oui, allez-y. De deux groupes armés qui se sont affrontés il n'y a pas longtemps au palais de Gao. C'est à cause d'une histoire de vaches volées. C'est à cause d'une histoire de bêtes volées.
Donc, l'un des deux groupes voulait contrôler ces vaches volées, et donc il y a eu des coups de feu. 5 morts quand même, si vous voulez. Donc, pour dire aussi quand même que, ne serait-ce que pour des vaches, les gens se battent avec les armes. S'ils n'avaient pas les armes, ça aurait été un corps à corps. Ça aurait été mieux, il y aurait moins de morts, il y aurait surtout moins de peur, parce que si vous prenez un checkpoint de Gao et où on entend des coups de feu, cela veut dire qu'à 10 km à la ronde, les populations civiles qui sont là, ces populations ne peuvent pas rester, si vous voulez. Donc on est loin du compte. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a ceux qui sont dans le processus de paix, les groupes armés dans le processus de paix, il y a des règles à respecter pour le désarmement. Le processus a commencé, les armes ne doivent plus parler. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à sanctionner les gens. Il faut les sanctionner. Je suis persuadé que nous avons les moyens, ici au Mali, de créer une troupe d'élite pour empêcher les gens qui n'ont pas le droit de porter des armes de les porter. C'est ça le véritable problème. D'accord. Alors, Monsieur Bokoum, des sanctions, créer une troupe d'élite pour accélérer le DDR. En tout cas, le gouverneur général Alassane l'a dit lors de la remise, de la première remise des registres, et vu qu'ils ont donné un délai supplémentaire. Et il a été plus que menaçant. Il passait toute personne qui était arme encore l'État va le combattre. Bon, il a dit devant les combattants, moi je crois que si ce discours est traduit en action, je crois que les uns et les autres vont vouloir quand même déposer les armes. Ça c'est le premier aspect. Et on ne manque pas d'élite. Moi je crois, on ne manque pas d'élite, peut-être qu'on manque d'engagement politique. Parce qu'il faut mettre l'homme à la place qu'il faut. Donc on ne peut pas vouloir casser faire des homologues sans casser les pieds. Donc il faut revoir le système, il faut revoir le commandement. Je ne suis pas spécialiste à ce que je dirais, mais en tout cas, je sais que ce qui nous parvient comme information à travers certains éléments qui sont sur le terrain, qui opèrent sur le terrain, ça veut dire qu'avec la hiérarchie, c'est un peu compliqué. Il y a des gens vraiment qui ne méritent pas la place qu'ils ont. Donc je crois qu'il faut revoir tous ces systèmes et les éléments sont disponibles. On est en train de les former. Est là, il y a la opération Barkhane est là, ils sont en train d'apprendre à tout. On peut, les élites sont sur place, mais il faut un engagement vraiment, une réforme même du système de commandement pour que les uns et les autres puissent pleinement la route. Mais vous dites que le gouverneur a parlé de sanctions, de mesures si les armes ne sont pas, si il ne laisse pas les armes. Mais est-ce que vous pensez que cela est réellement applicable? En tout cas, ce que j'ai dit, si ces menaces sont traduites en action, je crois qu'on pourra trouver la solution. Mais on a assez soudoyé ceux qui détiennent des armes souvent. Vraiment, il faut aller avec une rigueur vraiment extraordinaire. Sinon, ça va être compliqué. Moi, j'ai une arme, je n'ai pas le droit de l'avoir, mais je vais l'utiliser comme bon me semble. Donc, il faut interdire ça. Il faut que le gouvernement prenne la décision. Tu n'es pas militaire, tu n'as pas le droit à prendre une arme, on te retire ton arme ou bien si tu refuses, on tabac. C'est la seule solution. Monsieur Serge, je voulais intervenir au propos de monsieur. Moi, je ne vais pas dire qu'il faut abattre tous ceux qui ont des armes, mais il y a la pédagogie. Je trouve que la démarche du gouvernement, franchement, était la bonne. Je le dis d'autant plus librement que je suis très critique de l'action du gouvernement dans ce domaine-là. Mais mettons, on ne va pas donner encore un autre ultimatum, on ne va pas donner encore du temps en disant oui, on vous accorde encore 15 jours, 20 jours. Non, il faut profiter de la situation. Les 5000 qui ont décidé d'aller, de s'inscrire dans le processus, il faut l'accepter, c'est une main tendue. Je trouve ça courageux, je trouve ça très subtil, mais le reste, il faut maintenant passer à l'action. Nous avons des hélicoptères, on a vu des parades d'hélicoptères achetés, nous avons vu des parades de moyens militaires, de nouveaux moyens militaires dans le centre lors de l'anniversaire de l'armée, il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, il faut passer aux actes, sinon l'impression que la Vox Populi aura, c'est de dire, mais on nous montre de l'armement pour la photo, il faut maintenant
maintenant qu'on puisse agir et montrer effectivement que nous avons les moyens d'agir. Et que nul n'est au-dessus de la loi, je suis un peu enrhumé, nul n'est au-dessus de la loi, et qu'il faut désarmer ceux qui n'ont pas le droit d'avoir des armes. Et je vous dis, on s'informe un peu, contrairement à ce que d'autres pensent. On s'informe, on sait un peu ce qui se passe. On ne dit peut-être pas tout par pudeur et non aussi parce que nous sommes des journalistes responsables. Il faut maintenant montrer un autre visage à cela, pour dire qu'en termes de rapport de force, en fait, qui ne représente pas grand-chose, parce que l'impression que ces personnes ont, c'est que l'armée n'a pas les moyens, ou que l'armée ne peut pas réagir, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire, maintenant, la politique de la main tendue doit s'arrêter là, et on doit passer à un autre stade, de mon point de vue. D'accord. Oui, allez-y. J'ai apprécié l'aspect, nous sommes des journalistes responsables dont le grand frère Serge vient de parler, c'est très important. Si tout cela traîne, le DDR traîne, les gens hésitent à s'engager véritablement dans le processus, on peut évoquer ou bien on peut soupçonner, je préfère le terme soupçonner, des accointances éventuelles, je dis bien éventuelles, je pèse mes mots, entre certains combattants entre guillemets, et des acteurs politiques. Si, je dis bien si, ces jeunes armés se sentent proches, protégés éventuellement par des acteurs politiques à Bamako ici, vous comprendrez bien qu'ils se sentiront pousser des ailes en n'observant aucune célérité, en se désarmant. Ça, c'est un aspect. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que quand on demande aux gens de se déposséder de ces armes qu'ils considèrent comme les éléments de leur sécurité, il faut que l'État prenne position. Les camps de gendarmerie, dans Koro, dans Bankas et autres là, quel est leur état, quel est l'effectif? L'État est-il véritablement présent? C'est ça aussi qui rassurera certainement. Sans les justifier, sans défendre la réticence à se désarmer, on a comme l'impression que si les gens ne s'engagent pas véritablement, c'est qu'ils se disent, si nous dépossédons de nos armes éventuelles, est-ce que vous êtes là pour nous sécuriser généralement? Voilà des questions sur lesquelles on doit pouvoir réfléchir. D'accord. Et en ce qui concerne la mort du maire d'Anderboukan, plusieurs versions circulent. Avez-vous eu écho de cet incident? Non. Par rapport vous permettez, je ne suis pas vraiment bien outillé par rapport à l'assassinat de ce maire. Il y a deux versions. L'entourage immédiat du maire explique qu'il était dans un véhicule avec d'autres passagers et qu'il se dirigeait vers un endroit à Ménaka pour prendre un avion pour l'avion de la MINUSMA pour Bamako quand des coups de feu ont été entendus. Après, il y a eu des victimes. Mais l'armée a fait un communiqué qui est clair. L'armée dit non, nous avons tiré des coups nous avons fait des sommations, dont des tirs, arrêtez-vous, du genre que la voiture ne s'est pas arrêtée et qu'ils ont été obligés d'ouvrir le feu, dans un contexte d'insécurité où il y a des kamikazes qui attaquaient l'armée malienne et la MINUSMA. Donc c'est un incident regrettable, c'est l'armée qui a tiré, mais l'armée a expliqué les conditions dans lesquelles elle a tiré. Un mot pour dire qu'on parlait de désarmement tout à l'heure, la bonne nouvelle aujourd'hui, ce qui prouve qu'on peut le faire. Vous avez des déserteurs de l'armée régulière, comme vous savez, qui sont partis à un millier depuis 2012. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que après le communiqué du gouvernement les invitant à revenir, que ce soit à Gao, que ce soit à Markala ou à Ségou, certains sont en train de revenir. Donc on ne peut pas dire que rien n'est fait, mais l'idée de l'autorité de l'État se veut jacobin, c'est-à-dire centralisateur, dur. Il faut qu'on ait les moyens de notre politique pour désarmer ceux qui n'ont pas le droit de détenir les armes. Sinon, nous sommes incapables d'avancer, madame. D'accord. Alors, nous ouvrons un autre chapitre à présent, la lutte contre la mutilation génitale, qui reste un réel challenge pour le Mali. Dans le pays, près de 90% des femmes ont subi avant l'âge de 15 ans. Alors, nous ouvrons ce petit débat avec vous, Monsieur Bokoum. Pourquoi tant de défis autour de l'abandon de cette pratique? Je crois qu'il
il manque de la pédagogie, parce que je ne glisse pas vers la religion, mais une action culturelle ancrée dans une société traditionnelle comme ça, si quand même on veut abandonner cette pratique traditionnelle, il faut de la pédagogie. À mon sens, je crois que ceux qui luttent contre les mutilations génitales doivent être regardants sur l'aspect culturel. Je ne parle même pas des religions, l'aspect culturel, et voir un peu comment pouvoir quand même avoir l'idée des uns et des autres, leur esprit, leur faire changer de mentalité. Mais si on met la pression pour une pratique culturelle qui date de beaucoup de siècles, c'est pas facile quand même de pouvoir l'abandonner. Aller jusqu'à vouloir dire qu'ils vont faire une loi qui va l'interdire, je sais que ça risque de créer un problème au niveau de la société malienne qui est traditionnelle et culturelle. Je crois que la pédagogie manque un peu aux défenseurs de cette idéologie. S'ils parvenaient quand même à mettre un peu de pédagogie dans leur action, je crois que ça pourra marcher. Mais comme ça, avec les menaces qui vont partir par là, mettre en opposé la religion, la culture et ceux qui défendent ça, ça va être un problème très sérieux dans l'avenir qui risque d'être un autre conflit qui va opposer les Maliens. Donc il faut faire beaucoup attention. La culture d'une société, c'est très très important pour elle, donc ce n'est pas facile de l'abandonner comme ça. Moi, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, M. Sekbedji, M. Bokoum nous parle de manque de pédagogie, mais selon vous, qu'est-ce qui freine cette lutte concrètement? Bon, les sociologues nous ont toujours expliqué que les mutilations génitales féminines n'ont rien à voir avec la religion musulmane, pour la plupart. C'est parce que certains essaient de défendre la chose comme quoi c'est des prescriptions de la religion. Ce n'est pas le cas, selon beaucoup de sociologues qui l'affirment net. Aujourd'hui, je crois que c'est un problème médical. Il est établi, je n'ai pas de statistiques, il est établi que ces mutilations, si on veut appeler la chose de façon restreinte, l'excision par exemple, occasionne des dégâts et ça se fait sentir au moment de l'accouchement chez certaines femmes avec diverses complications. Donc si la médecine a prouvé que cette pratique-là génère beaucoup de problèmes, on parle d'incontinence, etc., je crois, comme il a dit, je souscris à l'aspect pédagogique, mais il faut accélérer cette sensibilisation pour que les gens finissent par se départir de cet élément culturel. Si une culture engendre des dégâts, il faudrait s'en départir, simplement. D'accord. Alors... Il y a trois problèmes. Le véritable problème dans des contrées, c'est que être exciseuse, madame, c'est un travail. Est-ce que vous voyez? Vous avez des femmes exciseuses, elles vivent de ça. C'est leur job. Comme vous avez des cultivateurs, elles vivent de ça. Donc quand on est excisé, l'opération se déroule dans des conditions parfois souvent difficiles, douloureuses. Elles vivent d'abord de ça. Il y a plusieurs programmes. Il ne faut pas penser que des choses ne se font pas. Il y a un programme de reconversion des exciseuses. J'ai fait plusieurs reportages là-dessus. Je ne sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui, mais je pense qu'il faut travailler en amont et en aval. D'un côté, il faut revoir ces exciseuses, leur trouver un autre boulot et leur expliquer qu'elles n'ont pas besoin de faire ça pour vivre, qu'elles peuvent faire autre chose, on peut leur trouver des microcrédits, etc. Et cela dit, il y a des programmes pour cela. Donc c'est important de le souligner parce que c'est le métier de certaines. Elles disent, nous vivons de ça. L'aspect culturel, religieux, là aussi ça a évolué, madame. Si vous voyez aujourd'hui, vous avez des imams qui participent à la lutte contre l'excision. Mais il faut beaucoup de pédagogie, mais il faut associer beaucoup de personnes également. Il ne faut pas venir avec des méthodes importées pour dire nous allons sanctionner, etc. Moi, je suis contre cette pratique, je vous le dis tout de suite. Et je suis brutalement contre cette pratique. Parce que sur le plan médical, on sait les conséquences. Et donc, ce qu'il faut, c'est la manière de pouvoir agir efficacement dans nos contrées
pour pouvoir stopper cette pratique de notre âge, si vous voulez. Et donc c'est important. Les exciseuses, il faut leur trouver du boulot. On a vu qu'il y a eu des programmes, quand on leur a trouvé du boulot, elles ont abandonné. J'ai vu des photos, j'ai fait des reportages, je m'en souviens. Et de l'autre côté, il faut associer les religieux, pas seulement les musulmans d'ailleurs. Il faut associer les religieux musulmans, il faut associer les catholiques. Il y a des animistes également dans nos contrées. Si vous allez sur la Nationale 7 vers Wolo-Sebougou, etc., il y a des animistes. Et dans ces zones, on pratique toujours l'excision. Il faut associer tout le monde pour pouvoir interdire cette pratique. D'accord. Alors, M. Segbedji, M. Serge nous a parlé de méthodologie associée pratiquement à la société civile, les leaders religieux et tout, mais est-ce qu'on peut parler de questions de volonté politique? Bon, la volonté politique, je crois qu'elle ne doit pas faire défaut parce que, comme moi je l'ai dit, c'est l'aspect santé publique. Et les gouvernants se préoccupent de la santé des populations. Quand il y a eu les Ebola, la question d'Ebola, on a senti une mobilisation au-delà de nos frontières. Tous les chefs d'État se sont transportés, se sont engagés dans la chose. Aujourd'hui, la question de l'excision, c'est une question de santé publique. Et tout le monde est conscient que ce qui se faisait hier par rapport à l'hygiène publique, on ne peut plus se permettre. Le fait de changer de couteau pour ces exciseuses-là, tout le monde sait que la question de la santé s'est détériorée au fil des ans, au point que, comme mon frère Serge le disait tout de suite, pour reconvertir, pour trouver de nouveaux débouchés professionnels à ces exciseuses, ça ne doit pas poser problème. Si ma profession met des vies des personnes en danger, je crois que l'aspect pédagogique peut leur permettre rapidement de se reconvertir. Si je prends un exemple peut-être banal, aujourd'hui avec les NTIC, tout le monde, on se rend compte que les appareils photo, ceux qui vendent, ceux qui étaient spécialistes des appareils photo classiques, rapidement se sont reconvertis parce qu'avec les téléphones, tout le monde arrive. C'est la même chose avec les montres, les bracelets, avec le téléphone. Donc ces gens-là ont perdu plus ou moins leur terrain au plan économique. Donc la reconversion de ces gens-là ne doit pas être très problématique aujourd'hui parce que l'aspect santé, il y a de nouvelles maladies qui sont apparues au point qu'aucune femme ne doit risquer encore la vie de ces petites filles en se targuant de l'argument selon lequel c'est son travail. Donc la volonté politique y est qu'il faut plus de pédagogie et d'engagement de la société civile, des religieux, comme Serge l'a dit, pour qu'on arrive à bout, pour que chacun soit conscientisé, soit convaincu que cette pratique-là, il faut l'abandonner. Alors, M. Bokoum, M. Segbedji nous parle de reconversion. Est-ce possible, par exemple, dans votre localité, dans la région de Mopti? Avec la sensibilisation, on peut que tout si on s'engage de pédagogie. Maintenant, comme ça parle à venir, il y a des systèmes de santé. Il ne veut pas entendre ce mot, je demande pourquoi. Il ne peut pas dire que je suis pour ou contre. Si ça fait pas de problèmes, il y a des spécialistes en santé. Mais pourquoi on ne tente pas de médicaliser ça? Vous les dites d'abandonner, ils refusent. Vous faites de la pression, ils refusent. Donc, si la pratique enfant, si ce n'est pas bon, pourquoi vous ne les apprenez pas à le faire ou bien essayer à médicaliser comme on le fait, excusez-moi, pour les garçons? Je crois qu'il y a des alternatives qui sont là. En tout cas, s'il y a une volonté de pouvoir trouver une solution à un problème, si on s'asseye et échanger et échanger des idées, donner partager des excellents, moi je crois qu'on n'est pas à loin de la solution. Au moment où on parvient à greffer le cœur, au moment où on parvient à enlever un rein ici, amener l'autre de l'autre part, pourquoi pas
essayer, et une proposition, de les dire de médicaliser ça. Mais si eux-mêmes ne veulent pas entendre ces mots, bon, je crois qu'ils ont un objectif, il faut qu'on s'intéresse peut-être à les moyens. Je crois que ça va être très, très compliqué. D'accord. Monsieur Serge. Alors, je veux dire que c'est une... Là, ça ne m'engage que moi. Médicaliser l'excision, ça ne veut rien dire. Hein, parce que les conséquences, même si c'est une proposition, les conséquences de la fille, elles sont les mêmes que pratiquées traditionnellement. Le problème n'est pas de médicaliser ou de continuer cette pratique, mais de par la pédagogie de la stopper tout simplement. Voilà ce que je veux dire brutalement. Surtout que la circoncision chez le garçon n'entraîne pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences sur la santé comme on assiste chez la femme avec l'incontinence, avec les complications dans l'accouchement. Donc on ne peut pas vraiment faire le parallèle entre la circoncision et l'excision. Les conséquences sont dramatiques chez la femme. Monsieur Bokoum. Moi, non, je ne partage pas votre idée. Voilà. Alors, Monsieur Segbedji, avant de boucler ce forum de la presse. Bon, je me dis humblement qu'il ne faut pas comparer l'excision à la circoncision. Il suffit de faire appel aux médecins. Ils vont nous établir que le bilan est dramatique par rapport à l'excision, contrairement à la circoncision. D'accord. Et cela me fait à ce forum de la presse un grand merci à nos invités, tous aux journalistes, Serge Daniel, journaliste écrivain, Bruno Segbedji de Mali Horizon, Mamoudou Bokoum, journaliste à la radio chorale de Mopti. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Salim Diouara, la régie doit être assurée par Momadi Keita. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.